Cet après-midi de janvier 1961 a commencé comme tant d'autres dans notre domaine de Château-Thierry. Le soleil fort de la campagne picarde réchauffait les tuiles de la grande maison, et l'odeur du café fraîchement torréfié se mêlait au parfum des roses que ma mère Yvonne cultivait dans le jardin. Je n'avais que 4 ans, j'étais la fille aînée, et tout le monde me connaissait comme la petite fille, la mieux élevée de la famille Dubois. Mon père Claude avait dit que je pourrais l'aider avec des papiers importants pendant que maman emmenait mes petites sœurs chez le médecin au bourg. Alors que je partage cette histoire douloureuse que j'ai gardée pendant plus de 50 ans, je vous demande de laisser votre like pour que plus de personnes puissent connaître ce récit. Peut-être ainsi pourrons-nous protéger d'autres enfants qui pourraient vivre ce que j'ai vécu. Notre famille était considérée comme exemplaire dans toute la région. Papa, un homme imposant, d'un pivet à 85 mètres, moustache bien taillée et toujours en costume même à la maison, était respecté comme l'un des propriétaires terriens les plus prospères du secteur. Sa voix grave résonnait dans les couloirs et faisait baisser la tête à n'importe quel employé en signe de respect ou de peur, je m'en rends compte maintenant. Il fréquentait l'église catholique tous les dimanches au premier rang, aidait les familles nécessiteuses avec des paniers de provisions, participait activement à la politique locale et avait des photos avec le maire et les conseillers municipaux accrochés dans tout son bureau. Claude Dubois est un homme de bien, un pilier de la communauté, disaient les voisins qui nous rendaient des visites le dimanche pour le goûter. Maman, Yvonne Dubois, une femme frêle aux cheveux toujours tirés en chignon, avait été institutrice avant de se marier. Elle était vue comme une épouse dévouée, une mère exemplaire et une chrétienne pieuse. Et nous 4 filles, moi Sylvie de 2 ans, Françoise nouveau-née et Monique qui n'était pas encore venue au monde, étions présentées comme les filles les mieux élevées de tout Château-Thierry. Le domaine était imposant, héritage des grands-parents paternels, avec plus de 500 hectares de bonnes terres pour les céréales et l'élevage. La maison principale avait 2 étages, 15 pièces, un jardin immense avec des fleurs de toutes les couleurs et un bureau isolé au fond de la propriété où papa s'occupait des affaires importantes. Pendant la journée, l'endroit grouillait d'activités. Employés de maison balayant les longs couloirs, femmes de ménage lavant le linge dans la buanderie, ouvriers agricoles allant et venant des champs, visiteurs arrivant dans des voitures poussiéreuses pour traiter d'affaires avec papa. Le bruit des voix, des rires et du travail remplissait chaque coin de cette propriété qui semblait un petit monde prospère et heureux. Mais quand le soleil se couchait derrière les peupliers qui entouraient notre maison et que tous se retiraient dans leurs petites maisons éparpillées dans le domaine, notre grande propriété se transformait en un lieu très différent. Un lieu où de terribles secrets se cachaient derrière des portes épaisses en bois et des fenêtres aux rideaux toujours fermés. J'ai toujours été une enfant observatrice et silencieuse. Depuis petite, je remarquais des choses que d'autres enfants n'auraient peut-être pas perçues. Comme papa me regardait différemment de mes sœurs, ses yeux s'attardaient mais plus longtemps sur mon visage, ses mains trouvaient toujours une excuse pour toucher mes cheveux, mon bras, ma main. Comme il arrangeait toujours des situations pour que je reste avec lui quand maman devait sortir. « Brigitte peut rester avec moi, c'est une bonne petite aide », disait-il toujours. Comme ses mains s'attardaient plus que la normale quand il m'aidait à prendre mon bain, quand il m'habillait en pyjama, quand il me faisait des câlins pour m'endormir. Mais j'étais trop petite pour comprendre ce que ces signes signifiaient. Pour une enfant de 4 ans, papa était juste papa, fort, important, propriétaire de tout autour de nous. « Brigitte est ma fille spéciale », avait-il l'habitude d'annoncer aux visiteurs qui venaient le week-end, me tirant près de son fauteuil en cuir dans le grand salon. « Elle est la plus intelligente, la plus responsable, celle qui me ressemble le plus. » Je me sentais fière quand j'entendais ces mots. J'aimais être la spéciale, être choisie, recevoir l'attention de cet homme que tout le monde respectait et admirait. Je ne remarquais pas la gêne qui passait sur le visage de maman chaque fois qu'il disait cela.
la façon dont elle serrait les lèvres, détournait le regard vers le sol et trouvait rapidement une excuse pour sortir de la pièce. « Je vais voir le déjeuner » murmurait-elle, disparaissant vers la cuisine. Cet après-midi fatidique de janvier, quand le dernier employé a rangé ses outils et a dit au revoir jusqu'au lendemain, quand les femmes de ménage ont fini de faire la vaisselle du déjeuner et sont parties chez elles, quand tout le domaine a plongé dans ce silence lourd de l'après-midi chaud, papa m'a appelé avec cette voix qui commençait déjà à éveiller quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Un mélange de curiosité et d'inquiétude que je ne savais pas nommer. « Viens ici, ma petite princesse, dit-il, ouvrant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Papa a quelque chose de très spécial à te montrer au bureau, quelque chose que seules les petites filles intelligentes comme toi peuvent apprendre. » Le bureau était isolé au fond de la propriété, connecté à la maison principale par un long couloir qui passait par l'office, la cuisine et une porte-fenêtre donnant sur la cour. C'était une grande pièce sombre, avec des étagères en bois massif pleines de livres que je ne savais pas lire, des diplômes et certificats encadrés sur les murs, un bureau immense où papa signait des papiers importants et un fauteuil en cuir marron où il passait des heures à fumer des cigares et réfléchir aux affaires. Les 2 fenêtres du bureau donnaient sur le pré des vaches, loin de la vue de quiconque aurait pu travailler ou passer par la propriété. Maintenant, à 71 ans, et avec toute la sagesse que la douleur m'a apportée, je comprends parfaitement pourquoi il choisissait toujours cet endroit isolé et silencieux. J'ai marché dans le long couloir, mes petits pieds nus faisant un bruit doux sur le parquet ciré. Les hauts murs semblaient m'observer, tandis que je passais, et le silence de la maison vide résonnait dans mes oreilles, comme un bourdonnement bas et constant. Mon cœur a commencé à battre plus fort, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. C'était juste un pressentiment enfantin, une intuition primitive que mon esprit de 4 ans ne pouvait pas traiter ou expliquer complètement. Quelque chose en moi disait que quelque chose était différent ce jour-là, dans cette invitation, dans cette façon dont papa m'avait parlé. « Assieds-toi ici sur les genoux de papa », dit-il dès que nous sommes entrés dans le bureau, fermant la porte derrière nous d'un mouvement désinvolte qui à l'époque me semblait normal. Il tapa sur sa cuisse droite, indiquant où je devais m'asseoir. Sa voix sonnait légèrement différente, plus rauque, plus urgente, avec une respiration un peu plus lourde que la normale. « Je vais t'apprendre un nouveau jeu, un jeu très spécial que seules les petites filles spéciales comme toi peuvent apprendre. C'est un secret entre papa et sa fille. » Je me suis assise comme je le faisais toujours quand il me racontait des histoires sur les animaux du domaine, sur l'époque où il était petit, ou quand il m'aidait à écrire mon nom sur les feuilles de papier qu'il apportait du bureau. J'aimais ces moments. Je me sentais importante, choisie, aimée d'une façon qui semblait unique, mais cette fois, ce fut complètement différent. Ses mains, qui avant me semblaient grandes et protectrices, ont commencé à me toucher d'une façon qui immédiatement m'a rendue confuse et effrayée, dans des endroits où personne n'avait jamais touché, des endroits que je savais instinctivement étaient privés, intimes, que même moi je ne touchais pas quand je prenais mon bain. « Non, papa » murmurai-je, sentant une douleur étrange et une peur qui montait dans ma gorge comme un cri coincé. « Ça fait mal, je n'aime pas ça. » Mais il a tenu mes petits bras avec une fermeté qu'il n'avait jamais utilisée avec moi auparavant. Ses mains énormes ont entouré mes petits bras maigres comme des menottes, et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une vraie peur de mon propre père. Peur de ses mains, de sa force, de quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu avant, quelque chose de sombre, d'urgent, qui m'a fait réaliser qu'à ce moment-là, je n'étais plus sa petite fille chérie, mais autre chose que je ne pouvais pas comprendre. « Calme-toi, ma fille, » dit-il, la voix sortant plus grave que la normale. « C'est complètement normal. C'est comme ça que les papas montrent un amour spécial à leur fille préférée. Toutes les petites filles passent par ça quand elles grandissent. C'est une chose d'adulte que tu dois apprendre. » Je ne comprenais rien de ce qu'il disait.
Ça faisait mal. Je voulais pleurer, crier, sortir en courant de cet endroit, courir dans les bras de maman et lui dire que papa me faisait mal. Mais il continuait à parler de cette voix étrange et hypnotique, disant que j'étais spéciale, qu'il m'aimait d'une façon différente, que c'était la preuve de comme j'étais importante pour lui, de comme il m'avait choisie parmi toutes ses filles pour recevoir cet amour spécial. Quand il a fini, je tremblais de la tête aux pieds, non seulement de peur, mais d'une sensation terrible et inexplicable que quelque chose de fondamental en moi avait été brisé pour toujours, quelque chose que je ne savais même pas qui existait, mais dont je ressentais maintenant un manque douloureux, comme si une partie de mon âme avait été arrachée et emportée pour ne jamais revenir. Il m'a enlevée de ses genoux et m'a assise sur la grande chaise en bois face à son bureau. Puis il s'est baissé pour être à ma hauteur, posant ses mains énormes sur mes petites épaules tremblantes. Ses yeux, qui avant me semblaient gentils et affectueux, avaient maintenant une dureté métallique qui m'a glacé le sang et m'a donné envie de me recroqueviller jusqu'à disparaître. « Maintenant, t'écoutes bien ce que papa va dire, Brigitte, » dit-il, chaque mot sortant lentement et clairement comme un ordre militaire. « Ce qui s'est passé ici est notre secret spécial, tu comprends? Notre secret le plus important. Si tu le dis à maman, elle va être très, très fâchée contre toi. Elle pourrait même partir de la maison et nous abandonner pour toujours. Tu ne veux pas que maman s'en aille et te laisse toute seule, si? » J'ai secoué la tête désespérément, les yeux se remplissant de larmes que j'essayais de retenir. L'idée de perdre maman, de rester seule dans cette grande maison avec cet homme qui venait de me faire mal, m'épouvantait plus que tout au monde. Et si tu le dis à qui que ce soit, tu comprends? Des choses très méchantes vont arriver à tes petites sœurs, à Sylvie, à Françoise. Papa pourrait se fâcher très fort et faire des choses méchantes à elles aussi. Tu veux protéger tes sœurs, n'est-ce pas? Tu es la grande sœur, c'est ta responsabilité de prendre soin d'elles. J'ai encore secoué la tête avec force. J'aimais mes sœurs plus que tout au monde. L'idée que quelque chose de mal puisse leur arriver à cause de moi m'a rendue encore plus désespérée. Alors ça sera notre secret spécial pour toujours et toujours, notre jeu que seuls nous deux connaissons. Et ça arrivera d'autres fois parce que papa t'aime beaucoup et veut continuer à t'enseigner des choses importantes que les grandes filles doivent savoir. Les mots ont résonné dans mon esprit comme les échos d'un cauchemar. D'autres fois, ça allait recommencer, encore et encore et encore. Il m'a aidé à arranger mes petits vêtements en désordre et m'a dit de me laver le visage dans le petit lavabo qui se trouvait dans le coin du bureau. Maintenant, va jouer dans le salon comme si rien ne s'était passé, ordonna-t-il, retournant s'asseoir dans son fauteuil en cuir comme si c'était un jour normal. Et souviens-toi bien, si quelqu'un demande ce qu'on a fait ici, tu dis que tu m'aidais à organiser des papiers importants. Tu as bien compris? Je suis sortie du bureau en titubant comme si j'apprenais à marcher à nouveau. Mes petites jambes étaient faibles, ma tête étourdie, tout mon corps douloureux d'une façon que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tout dans notre maison semblait différent, les murs que je connaissais depuis toujours, les meubles avec lesquels je jouais, les tableaux qui décoraient les couloirs. C'était comme si je voyais le monde à travers d'autres yeux, les yeux de quelqu'un qui avait perdu quelque chose de très important et ne serait plus jamais la même. Je me suis assise dans le grand salon avec ma poupée de chiffon préférée, essayant de faire semblant de jouer comme je le faisais toujours les après-midi chauds. Mais mon esprit était complètement vide, comme si cette enfant joyeuse et innocente de 4 ans avait simplement disparu pour toujours dans le bureau de papa, et qu'une version différente, plus âgée, plus triste et infiniment plus effrayée, avait pris sa place dans mon propre corps. Quand j'ai entendu le bruit familier de la voiture de maman qui revenait du bourg, mon cœur s'est emballé comme un tambour déréglé. Comment allais-je réussir à la regarder? Comment allais-je réussir à faire semblant que rien ne s'était passé? Comment allais-je garder ce terrible secret qui pesait sur ma petite poitrine
comme une pierre géante qui menaçait de m'écraser. « Comment s'est passé ton après-midi, ma fille ?» demanda maman, entrant dans le salon avec Françoise, qui pleurait dans ses bras, et Sylvie accrochée à sa jupe fleurie. Elle semblait fatiguée du voyage au bourg, mais souriait de cette façon affectueuse qui me tranquillisait toujours. « Tu t'es bien comportée avec papa? Tu as été une gentille fille ?» « Oui, maman, répondis-je automatiquement, surprise de voir, comme ma propre voix sonnait différemment, plus faible, plus distante, comme si elle venait de très loin. Je l'ai aidée avec des papiers importants au bureau. Elle a souri et m'a fait une longue caresse dans les cheveux. Quelle gentille fille responsable, toujours si serviable avec papa. Mais pendant qu'elle prononçait ces mots doux et familiers, j'ai remarqué quelque chose dans ses yeux qui m'a glacé de l'intérieur. Une expression que mon esprit d'enfant n'arrivait pas à déchiffrer à l'époque, mais que maintenant, des décennies plus tard, avec toute la douleur et la sagesse que la vie m'a apportée, je reconnais avec une clarté absolue et terrible. C'était de la connaissance pure et consciente. Maman savait exactement ce qui s'était passé dans ce bureau. Ce soir-là, pendant le dîner à la grande table de la salle à manger, j'ai observé papa et maman parler normalement du domaine, des enfants, des projets pour la prochaine plantation, des factures qu'il fallait payer. Tout semblait absolument normal et quotidien. Papa s'est servi sa portion de haricots verts, maman a coupé la viande de Sylvie en petits morceaux, Françoise dormait dans son berceau en bois à côté de la table. La vie continuait comme elle avait toujours continué. Mais je me sentais comme si je regardais tout à travers une vitre épaisse et embuée, complètement séparée d'eux, portant seul ce poids impossible et suffocant. Une semaine plus tard, un lundi matin, pendant que nous prenions le petit déjeuner sur la véranda de derrière, j'ai entendu papa dire naturellement à maman « Cet après-midi, j'aurai besoin de Brigitte pour m'aider au bureau avec de nouveaux documents qui sont arrivés. » Maman a juste hoché la tête, continuant à étaler de la confiture sur le pain de Sylvie sans même me regarder. C'est à ce moment exact que la terrible et définitive vérité s'est formée dans mon esprit d'enfant comme une révélation dévastatrice. Maman savait, elle avait toujours su, et non seulement elle savait, elle aidait. Et quand papa m'a appelé à nouveau cet après-midi-là, disant avec ce faux sourire « Viens ici, ma petite princesse, nous avons notre jeu spécial à refaire », j'ai compris avec une clarté effrayante que ce ne serait pas la deuxième fois. Ce ne serait que le début d'un cauchemar qui durerait les 14 prochaines années de ma vie. Ce jour-là, marchant une fois de plus dans le long couloir vers le bureau maudit, j'ai entendu à nouveau le son qui allait me terroriser et me poursuivre dans tous mes futurs cauchemars. Le clic métallique et définitif de la serrure qui se fermait. Dans les mois qui ont suivi ce premier après-midi terrible, ma vie s'est transformée en une routine de cauchemars que je n'arrivais ni à comprendre, ni à fuir. Papa avait établi un schéma cruel et calculé. Chaque fois que maman devait sortir, pour faire les courses au bourg, rendre visite à la famille, emmener les petites chez le médecin ou participer aux réunions de l'église, il trouvait une excuse pour que je reste à la maison. « Brigitte peut rester avec moi », disait-il toujours avec ce sourire que j'avais appris à craindre. « C'est une bonne petite aide, et j'ai des papiers importants à organiser. » Au début, ces séances arrivaient 1 ou 2 fois par semaine. Mais au fil des mois, la fréquence a augmenté de façon effrayante. Les week-ends sont devenus des jours alternés qui sont devenus une routine presque quotidienne. Et moi, avec seulement 4 ans révolus, je n'avais aucun moyen de comprendre ce qui m'arrivait, encore moins comment l'empêcher. Le bureau était devenu l'endroit le plus redouté de mon existence. Chaque fois que j'entendais papa m'appeler pour l'aider avec des papiers, mon estomac se retournait et mes jambes devenaient faibles. J'ai appris à reconnaître les signes, la façon dont il me regardait pendant les repas, la manière dont il touchait mon épaule quand il passait derrière ma chaise, le ton de voix légèrement différent quand il prononçait mon nom. C'était comme s'il me marquait, me choisissait, me préparait pour ce qui allait suivre.
Brigitte, viens ici, ma fille, disait-il, et chaque mot sonnait comme une sentence de mort à mes oreilles d'enfant. Papa a besoin de ton aide spéciale au bureau. J'ai essayé de résister quelquefois au début. Je ne veux pas y aller, papa, murmurai-je, me cachant derrière la jupe de maman. Je joue avec mes poupées. Mais il insistait toujours, et sa voix devenait plus ferme, plus menaçante. Ne m'oblige pas à répéter, Brigitte. Tu sais que les petites filles obéissantes aident leur papa. Et quand je continuais à être réticente, il sortait les menaces qu'il savait qui marcheraient. Si tu ne viens pas maintenant, ça sera pire pour tes petites sœurs après. À chaque épisode, il devenait plus audacieux, plus cruel, plus violent. Ce qui avait commencé comme des jeux spéciaux a évolué vers quelque chose de bien plus terrible et douloureux. Il m'expliquait de cette voix hypnotique et menaçante que c'était de l'éducation, que toutes les petites filles devaient apprendre à être des femmes, que je grandissais et devais comprendre comment le monde fonctionnait. Si cette histoire vous touche et que vous voulez que je continue à dire toute la vérité, laissez votre like pour que plus de personnes puissent connaître ce récit et peut-être protéger d'autres enfants qui pourraient vivre la même situation. À 5 ans, j'ai essayé de le dire à maman. C'était un dimanche après-midi, après la messe, quand papa était sorti parler avec des fermiers voisins et que je me suis retrouvée seule avec elle dans la cuisine. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Maman, commençai-je, la voix tremblant comme une feuille dans le vent. Je dois te dire quelque chose d'important. » Elle était en train de faire la vaisselle du déjeuner, mais s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? C'est à propos de papa, à propos des choses qu'il me fait au bureau. » J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, pas de la surprise, pas du choc, pas d'indignation. C'était quelque chose de bien pire. C'était de l'impatience, de l'irritation, comme si je l'embêtais avec des sottises. « Brigitte, m'interrompit-elle brusquement, n'invente pas ces choses. Ton père est un homme bon qui travaille beaucoup pour faire vivre notre famille. Tu devrais être reconnaissante d'avoir un père si dévoué. »« Mais maman, il me fait mal, Ça suffit !» cria-t-elle, me faisant sursauter de peur. « Je ne veux plus entendre ces fantaisies. Les petites filles de ton âge inventent parfois des histoires étranges, mais ça doit s'arrêter maintenant. Va jouer et ne reviens plus avec ces bêtises. » Je suis sortie de la cuisine en courant, mais pas avant d'avoir vu l'expression sur le visage de maman. Ce n'était pas l'expression de quelqu'un qui ne croit pas une histoire absurde. C'était l'expression de quelqu'un qui sait exactement de quoi il s'agit et choisit consciemment d'ignorer. Ce soir-là, pendant le dîner, maman a raconté à papa notre conversation. « Brigitte est venue me raconter des histoires étranges aujourd'hui, dit-elle, comme si elle rapportait une quelconque bêtise d'enfant. Elle a dit que tu... Enfin, vous savez comme les enfants sont imaginatifs. » Papa m'a regardé par-dessus la table, et j'ai vu dans ses yeux une promesse silencieuse de représailles. Après le dîner, quand maman donnait le bain aux petites, il m'a appelé au bureau. « Alors tu as essayé de raconter notre jeu spécial à maman ?» dit-il, fermant la porte avec ce terrible clic. « Même après que je t'ai expliqué que c'était notre secret. Je ne voulais pas. » J'ai commencé à pleurer. « Maintenant, tu vas devoir apprendre que la désobéissance a des conséquences, » dit-il. Et cette nuit-là fut la première fois qu'il me fit vraiment mal, délibérément, pour m'enseigner une leçon que je n'oublierai jamais. À 6 ans, j'ai réalisé que maman ne savait pas seulement, elle facilitait activement les situations. J'ai commencé à remarquer comment elle arrangeait toujours des rendez-vous qui la sortaient pas de la maison exactement quand papa avait besoin de moi. Comment elle vérifiait que j'étais bien arrangée avant de sortir, comme si elle me préparait pour quelque chose. Comment elle évitait mon regard quand elle rentrait à la maison et me trouvait trop silencieuse, trop différente. « Brigitte, va aider ton père au bureau, disait-elle. Et ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Il a des documents importants à organiser. « Mais maman, je veux venir avec vous, implorais-je parfois, m'accrochant à sa jupe. « Tu restes
Les petites filles obéissantes aident leur papa, répondait-elle, me détachant de ses vêtements avec une fermeté qui n'admettait pas de discussion. Et quand je reviendrai, je veux que tu te sois bien comporté. Le mot « comporter » avait pris un sens terrible dans notre maison. Cela signifiait ne pas crier quand ça faisait mal. Cela signifiait ne pas pleurer quand j'avais peur. Cela signifiait garder un secret absolu sur ce qui se passait dans ce bureau maudit. À 7 ans, les conséquences physiques ont commencé à apparaître. Des douleurs constantes que je n'arrivais pas à expliquer. Des bleus qui apparaissaient dans des endroits que je ne pouvais montrer à personne. Des saignements qui m'effrayaient, mais que je ne savais pas comment arrêter. Maman remarquait, comment ne pas remarquer, mais faisait semblant de ne pas voir. Quand je me plaignais de douleurs, elle disait que c'était des douleurs de croissance et me donnait un comprimé pour que je reste tranquille. C'est aussi à 7 ans que j'ai commencé à faire des cauchemars toutes les nuits. Je me réveillais en criant, effrayant mes sœurs qui dormaient dans la même chambre. Papa venait me consoler, mais je savais que ces caresses nocturnes n'étaient qu'une extension de l'horreur diurne. Brigitte est très nerveuse ces temps-ci, j'ai entendu maman commenter avec une voisine. Je pense que c'est son caractère. Elle a toujours été un peu difficile. Difficile. J'étais devenue une enfant difficile à 7 ans et personne ne se demandait pourquoi. À 8 ans, j'ai essayé de me cacher quand papa m'appelait. Je courais au grenier, me glissais sous le lit, m'enfermais dans la salle de bain. Mais il me trouvait toujours, et la colère dans ses yeux quand cela arrivait me terrifiait encore plus que ce qui viendrait après. « Tu essaies de me défier, Brigitte ?» demandait-il, me traînant par les bras. « Tu crois que tu peux me fuir dans ma propre maison ?» C'est aussi à cette époque qu'il a commencé à me parler de mes sœurs d'une façon qui me glaçait le sang. « Sylvie grandit, » disait-il, pendant qu'il me tenait au bureau. « Bientôt elle sera en âge d'apprendre les mêmes choses que toi, à moins que tu continues à être une gentille fille et à garder nos secrets. » La menace était claire. Si je ne coopérais pas, mes petites sœurs souffriraient la même chose que moi. Et c'était quelque chose que je ne permettrais jamais, même si cela coûtait ma propre sanité. À 9 ans, quelque chose de terrible est arrivé. Mon corps a commencé à changer de façon prématurée, forcé à une maturité qui n'était pas naturelle. Maman l'a remarqué, bien sûr. Comment ne pas remarquer? Mais au lieu de s'inquiéter, elle semblait satisfaite, comme si cela faisait partie d'un plan plus grand. « Tu deviens une petite demoiselle plus tôt », m'a-t-elle dit un jour, m'aidant à me changer. « Certaines filles sont comme ça, c'est normal. » Normal. Rien de ce qui m'arrivait n'était normal, mais ce mot était devenu la justification de toutes les horreurs de notre maison. C'est à cette époque que les visites au bureau sont devenues encore plus longues et plus fréquentes. Papa disait que j'étais prête pour des leçons plus avancées, que je devais comprendre complètement comment être une vraie femme. À 10 ans, j'ai essayé de fuir la maison pour la première fois. J'ai attendu que tout le monde dorme, pris quelques de vêtements et un peu de nourriture et essayé de sortir par la fenêtre de ma chambre. Mais papa m'a entendu et m'a ramené avant que j'arrive à la route principale. « Où crois-tu aller ?» demanda-t-il, me portant de retour à la maison comme un sac de pommes de terre. « Tu appartiens ici. Tu es à moi. » La punition pour cette tentative de fuite fut si sévère que j'ai passé 3 jours sans pouvoir sortir du lit. Maman a dit aux visiteurs que j'avais une forte grippe et que j'étais au repos. À 11 ans, l'impensable est arrivé. Mon corps, forcé à une maturité précoce et violente, est tombé enceinte. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais seulement que quelque chose était différent, que mon ventre grossissait, que j'avais des nausées tout le temps. C'est maman qui s'en est aperçue la première. J'ai vu la reconnaissance dans ses yeux, la façon dont elle a calculé mentalement les possibilités, la rapidité avec laquelle elle a pris des décisions qui changeraient tout. « Tu vas passer quelques jours chez ta tante en ville » m'a-t-elle dit un matin, empaquetant mes vêtements dans une petite valise. « Tu as besoin de changer d'air. »
Mais ce n'était pas une tante qui m'attendait en ville. C'était une femme inconnue dans une maison sombre, avec des instruments qui m'ont terrifiée et des douleurs qui m'ont fait souhaiter être morte. Quand je suis rentrée à la maison 3 jours plus tard, j'étais vide à l'intérieur. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Quelque chose en moi était mort pour toujours dans cet endroit terrible. C'était juste un petit problème de santé, expliqua maman aux gens qui demandaient pourquoi j'étais si maigre et pâle. C'est passé. Brigitte va bien maintenant. Mais je n'allais pas bien. Je n'irai plus jamais bien. C'est cette nuit-là, quand je suis rentrée à la maison dévastée et brisée, que j'ai entendu la conversation qui confirmait mes pires craintes. Papa et maman discutèrent dans leur chambre, et leur voix arrivait jusqu'à ma chambre à travers les murs fins. C'était très risqué, disait maman. Si quelqu'un découvre, personne ne découvrira, répondait papa. Et maintenant elle a appris la leçon. Elle sera plus prudente. Plus prudente. Comme si c'était ma faute. Comme si j'aurais pu éviter cela d'une façon ou d'une autre. Je sais que cette histoire est difficile à entendre, mais je vous demande de ne pas arrêter de regarder jusqu'à la fin. Ce que je vais révéler ensuite sur mes sœurs et sur ce que j'ai découvert des années plus tard va vous choquer autant que cela m'a choqué. Si vous n'avez pas encore laissé votre like, faites-le maintenant pour que ce message arrive à plus de personnes et que nous puissions peut-être sauver d'autres enfants. À 12 ans, j'ai commencé à faire plus attention à mes sœurs. Sylvie, maintenant âgée de 10 ans, commençait à recevoir la même attention spéciale de papa que je recevais à son âge. Je voyais les signes, la façon dont il la regardait, comment il touchait ses cheveux, comment il arrangeait des situations pour être seul avec elle. Non, murmurai-je pour moi-même un soir, observant papa faire des caresses innocentes dans les cheveux de Sylvie pendant le dîner. Je ne laisserai pas faire. Le lendemain matin, quand papa est sorti au champ et maman est allée en ville, j'ai tiré Sylvie dans un coin et j'ai essayé d'expliquer. Si papa essaie de t'emmener au bureau toute seule, dis-je, tenant ses petites mains, tu cours et tu te caches, tu comprends? Pourquoi? Demanda-t-elle, innocente. Comment aurais-je pu expliquer? Comment aurais-je pu dire à une enfant de 10 ans ce qu'il attendait sans détruire complètement son innocence? Juste, fais ce que je te dis, d'accord? Et s'il arrive quelque chose de mal, tu me le dis. Mais j'étais aussi juste une enfant, impuissante contre un système qui semblait conspirer contre nous toutes. Il n'a pas fallu longtemps pour que Sylvie commence à présenter les mêmes signes que j'avais présentés des années auparavant. Cauchemar, nervosité, silence excessif, ce regard perdu et effrayé que je connaissais si bien. Quand j'ai essayé de la protéger plus activement, papa m'a emmenée au bureau et a rendu très clair quel serait le prix de mon interférence. Si tu essaies de contrarier mes plans pour tes sœurs, dit-il, me faisant mal de façon particulièrement cruelle, ce sera bien pire pour vous toutes. Je suis le maître de cette maison et de cette famille. Vous faites ce que je dis quand je le dis. À 13 ans, je suis tombée enceinte pour la 2e fois. Cette fois, le processus fut plus rapide, plus efficace. Maman savait déjà exactement quoi faire, où m'emmener, comment justifier mon absence. Je suis rentrée à la maison encore plus dévastée, mais aussi plus déterminée. Je devais trouver un moyen de protéger mes sœurs. À 14 ans, j'ai essayé de le dire au prêtre pendant la confession. J'ai pensé que si je le disais à un homme de Dieu, il pourrait m'aider, pourrait faire quelque chose pour arrêter ce cauchemar. « Mon père !» chuchotai-je à travers la grille du confessionnal. « Mon père, il me fait des choses méchantes, des choses que je sais qui sont des péchés. » Il y eut une longue pause, puis la voix du prêtre vint basse et prudente. « Ma fille, parfois les enfants interprètent mal les démonstrations d'affection des parents. Es-tu sûre que tu n'exagères pas? J'en suis sûre, mon père. Il me fait mal. Et maintenant il commence à faire la même chose avec mes sœurs. » Une autre pause, plus longue cette fois. « Tu dois obéir à ton père, dit-il finalement. La Bible dit « Honore ton père et ta mère. » Si tu as des pensées impures sur ton propre père, tu dois prier davantage
et demander pardon à Dieu. Je suis sortie du confessionnal plus désespérée que jamais. Si même l'Église ne pouvait pas m'aider, qui le pouvait? À 15 ans, je suis tombée enceinte pour la 3e fois. Cette fois, il y a eu des complications lors de la procédure clandestine. J'ai failli mourir sur cette table sale, tenant la main d'une inconnue, pendant que ma vie s'échappait avec cet enfant qui n'avait jamais demandé à exister. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais si faible que je n'arrivais pas à tenir debout. Maman a dit à tout le monde que j'avais eu une pneumonie grave et que j'avais besoin de beaucoup de repos. C'est pendant cette récupération que j'ai finalement réussi à vraiment parler avec Sylvie. Elle est venue dans ma chambre une nuit, pleurant doucement. « Brigitte, » chuchota-t-elle, « papa, il… » « Je sais, » répondis-je, embrassant ma petite sœur. « Je sais exactement ce qu'il a fait. » C'est alors que j'ai découvert la terrible vérité. Papa n'avait pas attendu que je grandisse pour commencer avec Sylvie. Il abusait de nous deux en même temps, depuis des mois, et pire. Françoise, maintenant âgée de 13 ans, commençait aussi à être préparée pour rejoindre le cercle d'horreur de notre famille. « Et Monique ?» demandai-je, le cœur dans la gorge. « Pas encore », chuchota Sylvie. « Mais il la regarde d'une façon étrange parfois. » Monique n'avait que 11 ans, une enfant. Et je savais que c'était une question de temps avant qu'elle aussi rejoigne le cauchemar qu'était devenu notre vie. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Quand j'aurai 18 ans, je sortirai de cette maison. Et d'une façon ou d'une autre, je trouverai un moyen d'emmener mes sœurs avec moi. Peu importe comment, peu importe où, mais je nous sortirai toutes de cet enfer avant qu'il ne soit trop tard. À 16 ans, j'ai commencé à faire des plans secrets. Je cachais les pièces que je trouvais dans la maison, mémorisais les adresses de parents éloignés, pensais aux routes de fuite, et c'est à cette époque que j'ai remarqué quelque chose de terrible. Maman aussi planifiait quelque chose. Parfois je la surprenais à m'observer avec une expression calculatrice, comme si elle évaluait combien de temps encore je serais utile pour les plans malades de la famille. D'autres fois, elle faisait des commentaires étranges sur mon avenir. « Brigitte devient trop âgée pour certaines choses », je l'ai entendu dire à papa une nuit. « Il est peut-être temps de penser à d'autres options. » D'autres options, qu'est-ce que cela signifiait? Un mariage forcé avec un ami de papa? Être envoyé au loin pour que personne ne soupçonne rien? Ou quelque chose d'encore pire? À 17 ans, je suis tombée enceinte pour la 4e et dernière fois. Cette fois, j'ai failli ne pas survivre à la procédure. Je suis restée hospitalisée dans une clinique clandestine pendant 5 jours, délirant de fièvre et d'infection. Quand j'ai finalement pu rentrer à la maison, j'étais si faible que j'arrivais à peine à marcher. C'est pendant cette convalescence que papa m'a dit quelque chose qui a tout changé. « Tu deviens trop problématique, Brigitte, » dit-il, assis au bord de mon lit. « Il est peut-être temps que tu ailles vivre avec d'autres parents, loin d'ici. » J'ai immédiatement compris ce que cela signifiait. Il planifiait de se débarrasser de moi, probablement en me mariant à un homme qui serait aussi comme papa, ou en m'envoyant quelque part où je ne pourrais jamais raconter ce que je savais. « Et mes sœurs ?» demandai-je, essayant de garder ma voix ferme. « Tes sœurs restent ici avec moi et ta mère, » répondit-il avec un sourire cruel. « Là où elles appartiennent. » Cette nuit-là, j'ai finalisé mes plans de fuite. Le jour de mes 18 ans, je sortirai de cette maison pour toujours. Avec ou sans mes sœurs. Mais au moins je serai libre de chercher une vraie aide. Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'en fuyant, je découvrirais des secrets sur notre famille qui étaient encore plus choquants que tout ce que j'avais vécu. Des secrets qui changeraient non seulement ma vie, mais la façon dont je comprenais toute notre terrible histoire. À l'aube de mes 18 ans, pendant que j'emballais silencieusement mes quelques vêtements et les papiers que j'avais réussi à prendre en cachette, j'ai entendu un bruit dans le couloir. C'était Sylvie, venant vers ma chambre. « Tu pars vraiment ?» chuchota-t-elle, les yeux pleins de larmes. « Oui, » répondis-je, embrassant ma sœur. « Mais je reviendrai vous chercher, je le promets. »« Et s'il découvre que tu es parti et se venge sur nous,
C'était une possibilité qui me terrifiait, mais je savais que si je restais, aucune de nous n'aurait d'avenir. « Restez ensemble, instruisis-je. Ne le laissez pas vous séparer. Et s'il arrive quelque chose de très grave, vous courez chez la voisine et vous racontez tout. Vous comprenez ?» Sylvie hocha la tête, mais je vis dans ses yeux le même désespoir que je portais depuis des années. Quand le premier rayon de soleil apparut à l'horizon, j'ai pris ma petite valise et j'ai marché pour la dernière fois dans les couloirs de cette maison maudite. À chaque pas, je sentais le poids de 14 années d'horreur quitter mes épaules, mais aussi la culpabilité terrible d'abandonner mes sœurs à ce destin. À la porte d'entrée, je me suis retournée une dernière fois. La grande maison imposante qui m'avait un jour semblé un foyer ressemblait maintenant exactement à ce qu'elle avait toujours été. Une prison déguisée en famille heureuse. C'était la dernière fois que je poserais le pied sur ce sol en tant que victime. La prochaine fois que je reviendrais, ce serait en tant que survivante, et ce serait pour chercher la justice que nous méritions toutes. Mais ce que je découvrirais sur ma vraie famille dans les mois suivants ferait que tout ce que j'avais vécu semblerait n'être que la pointe d'un iceberg d'horreur que je n'arrivais même pas à imaginer. Le voyage en bus jusqu'à Paris a duré 8 heures, mais cela semblait une éternité. Chaque kilomètre qui m'éloignait de ce domaine maudit était une petite victoire, mais aussi un poids gigantesque sur la conscience. Je laissais mes sœurs derrière moi, livrées à ce monstre que nous appelions papa, et à cette complice qui aurait dû nous protéger. L'adresse que je portais dans ma poche était celle de tante Geneviève, sœur aînée de papa, qui avait rompu les relations avec la famille des années auparavant, pour des raisons que personne ne m'avait jamais bien expliquées. Maintenant, je commençais à soupçonner pourquoi. Quand j'ai finalement atteint la porte de la petite maison dans le 20e arrondissement, avec ma petite valise et le cœur battant, je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de découvrir des vérités qui changeraient tout ce que je pensais savoir sur ma famille et sur moi-même. Tante Geneviève était une femme de 55 ans, cheveux grisonnants tirés en chignon et un regard pénétrant qui semblait voir à travers l'âme des gens. Quand elle a ouvert la porte et m'a vue là, avec une tête de fugitive et les yeux gonflés d'avoir pleuré, elle n'a montré aucune surprise. C'était comme si elle m'attendait depuis des années. « Brigitte, » dit-elle simplement, me tirant à l'intérieur, « je savais qu'un jour tu arriverais ici. » Dans les jours suivants, pendant que je me remettais de l'épuisement physique et émotionnel de la fuite, tante Geneviève brisa soigneusement les défenses que j'avais construites au cours d'années de silence forcé. Elle ne pressait pas, ne posait pas de questions directes, créait simplement un environnement de sécurité que je n'avais jamais connu. C'était la première fois de ma vie que je me sentais vraiment protégée. « Tu n'as pas besoin de me raconter quoi que ce soit maintenant, » disait-elle, quand elle me voyait lutter pour trouver les mots. « Mais quand tu seras prête, je croirai chaque mot que tu diras. » Quand j'ai finalement réussi à parler, c'était comme si un barrage s'était rompu. J'ai tout raconté. Les abus, les grossesses, les avortements forcés, la complicité de maman, le cycle d'horreur qu'était devenu notre vie. Je m'attendais à voir du choc dans ses yeux, de l'incrédulité, peut-être même du doute. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose de bien plus troublant, une confirmation. « Je le savais, » dit-elle, tenant mes mains pendant que je pleurais. « J'ai toujours su que Claude était un monstre. C'est pourquoi j'ai rompu avec la famille quand tu étais encore bébé. » « Comment ça? Qu'est-ce que tu savais ?» C'est alors que tante Geneviève m'a raconté une histoire qui a brisé tout ce que je pensais savoir sur mes origines. « Brigitte, ma fille, » commença-t-elle, choisissant soigneusement chaque mot. « Tu n'es pas la fille biologique de Claude et Yvonne. Le monde s'est arrêté, littéralement arrêté. » « Comment ça? Tu as été adoptée quand tu avais 6 mois. Tes vrais parents sont morts dans un accident de voiture et Claude s'est proposé pour s'occuper de toi. À l'époque, j'ai pensé que c'était de la générosité. Maintenant, je comprends qu'il choisissait sa prochaine victime. Les pièces ont commencé à s'emboîter dans mon esprit comme un puzzle macabre. Pourquoi je m'étais toujours sentie différente de mes sœurs? Pourquoi papa me traitait de façon spéciale depuis si petite?
Pourquoi il ne montrait aucun remords ou hésitation à abuser de moi? Je n'étais pas vraiment sa fille de sang. Et mes sœurs, Sylvie, Françoise, Monique? Tante Geneviève respira profondément avant de répondre. Sylvie et Françoise sont aussi adoptées, de familles différentes, à des époques différentes. Claude a un réseau de contacts qui facilite ses adoptions informelles. Il choisit des enfants orphelines ou de familles très pauvres, offre une vie meilleure au domaine. Et Monique? Monique est la seule fille biologique d'Yvonne et Claude. La révélation m'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. Nous toutes, sauf Monique, étions des enfants choisis délibérément pour ce terrible but. Nous n'étions pas des filles, nous étions des marchandises. Pourquoi tu n'as jamais dénoncé? Pourquoi tu n'as jamais essayé de nous aider? Des larmes ont coulé sur le visage de tante Geneviève. J'ai essayé au début. Mais Claude a beaucoup de pouvoir, beaucoup de contacts. Quand j'ai commencé à poser des questions, j'ai reçu des menaces. On m'a dit que si je continuais à inventer des histoires, des choses terribles vous arriveraient, et à moi aussi. J'étais juste une femme célibataire contre un homme puissant. J'ai pensé que si je restais loin, au moins il m'oublierait et ne vous ferait rien de pire. Mais tu savais qu'on souffrait. Je me doutais. Que Dieu me pardonne, je me doutais, et je n'ai rien fait. C'est pourquoi, quand tu es apparu à ma porte, j'ai su que c'était ma chance de finalement faire ce qui était juste. Dans les jours suivants, tante Geneviève m'a présenté à son fils Marc, un psychologue de 30 ans qui travaillait avec des victimes de traumatisme. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un me dire que rien de ce qui était arrivé n'était de ma faute. « Brigitte, dit-il lors de notre première conversation, tu étais une enfant. Il n'y avait rien que tu aurais pu faire pour éviter ou arrêter cela. La faute incombe entièrement aux adultes qui auraient dû te protéger. » Marc m'a aussi expliqué les schémas d'abus familial, comment les prédateurs choisissent leurs victimes, la psychologie derrière ce que ma famille avait fait. Pour la première fois, j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas seule, que d'autres personnes avaient vécu des horreurs similaires et avaient survécu. Mais mon inquiétude pour mes sœurs grandissait chaque jour. 2 semaines après ma fuite, tante Geneviève a réussi à contacter une avocate spécialisée dans les cas d'abus infantiles, maître Anne Dubois. Nous aurons besoin de preuves concrètes, expliqua maître Dubois lors de notre première réunion. Votre témoignage est important, mais pour sortir vos sœurs de là et poursuivre vos abuseurs, nous avons besoin de preuves physiques, de témoins, de documentation. C'est alors que nous avons élaboré un plan risqué. Je retournerai au domaine, mais pas comme la victime effrayée qui s'était enfuie. Je reviendrai comme une jeune femme de 18 ans avec des droits légaux, accompagnée d'autorité, pour sauver mes sœurs. Si vous suivez cette histoire et vous souciez de la protection des droits des enfants, laissez votre like et partagez pour que plus de personnes prennent connaissance de ces signes d'abus. Votre interaction peut aider à sauver d'autres enfants qui vivent des situations similaires en ce moment même. L'opération fut planifiée méticuleusement. Maître Dubois a obtenu une ordonnance judiciaire temporaire basée sur mon témoignage et le rapport psychologique de Marc. Un assistant social, une équipe médicale pour examiner mes sœurs et 2 policiers nous accompagneraient de retour au domaine. 2 mois après ma fuite, fin avril 1975, je suis retournée dans cet endroit qui avait été mon enfer pendant 14 ans. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Cette fois, j'avais la force de la loi à mes côtés. Quand notre voiture s'est arrêtée devant la grande maison, j'ai vu papa sortir pour voir qui était arrivé. L'expression sur son visage, quand il m'a vue, était un mélange de surprise, de colère et de quelque chose que je n'avais jamais vu avant, la peur. « Brigitte, dit-il, essayant de garder son sang-froid devant les autorités, que c'est bon que tu sois revenue. Nous étions inquiets. » Monsieur Claude Dubois, interrompit l'assistante sociale, nous avons une ordonnance judiciaire pour examiner les conditions de vie des mineurs qui résident dans cette propriété. J'ai vu le sang quitter le visage de papa. Maman est apparue à la porte, et quand elle nous a vus, son expression a confirmé tout ce que je soupçonnais.
elle savait exactement pourquoi nous étions là. Ce qui s'est passé ensuite fut simultanément la plus grande victoire et le moment le plus douloureux de ma vie. Nous avons trouvé mes sœurs dans des conditions encore pires que celles que j'avais laissées. Sylvie, maintenant âgée de 16 ans, était visiblement traumatisée et présentait des signes physiques clairs d'abus récents. Françoise, 14 ans, était si maigre et effrayée qu'elle arrivait à peine à parler. Et Monique, avec seulement 13 ans, montrait déjà les premiers signes d'être préparée pour rejoindre le cycle d'horreur. Mais la découverte la plus choquante est venue quand l'équipe médicale a examiné les filles. Françoise était enceinte de 3 mois. « Non », murmurai-je, quand j'ai appris, sentant le monde s'écrouler à nouveau. « Elle n'est qu'une enfant. » Docteur. Sophie, la médecin qui accompagnait l'opération, m'a expliqué que Françoise avait vécu la même chose que moi. Multiples grossesses, multiples procédures clandestines. La grossesse actuelle n'était que la plus récente. Quand nous avons confronté papa avec les preuves médicales, il a essayé de tout nier. Ce sont des accusations absurdes, dit-il, mais sa voix tremblait. Brigitte a toujours été une fille à problème. Elle inventait des histoires. Maintenant, elle essaie de détruire notre famille. Mais Sylvie, pour la première fois de sa vie, a trouvé le courage de parler. « Ce n'est pas un mensonge, » dit-elle, la voix basse mais ferme. « Il nous a fait tout ça, à nous toutes. » Françoise a confirmé, puis Monique. Une par une, mes sœurs ont raconté leur propre version du cauchemar que nous avions partagé. Maman, quand elle a finalement été confrontée, a eu une réaction qui m'a surprise et révoltée en même temps. « J'ai fait ce que j'ai pu pour maintenir la famille unie, » dit-elle, sans montrer aucun remords. « Claude est un homme avec des besoins. C'était mieux que ce soit vous plutôt qu'il cherche d'autres femmes et abandonne notre famille. » Des besoins. Elle avait sacrifié ses propres filles pour satisfaire les besoins d'un prédateur. L'arrestation de papa fut immédiate. Maman fut arrêtée comme complice. Et nous 4 sœurs avons finalement été sorties de cette maison maudite. Notre parcours ne faisait que commencer. Dans les mois qui suivirent, pendant les enquêtes et la préparation du procès, nous avons découvert que l'affaire était bien plus importante que nous l'imaginions. L'enquête a révélé un réseau de familles impliquées dans des systèmes similaires. Papa n'agissait pas seul. Il faisait partie d'un groupe d'hommes influents qui adoptaient des enfants spécifiquement pour les abuser. Le domaine n'était qu'un des points de ce réseau macabre. Ils ont trouvé des registres d'au moins 15 autres enfants qui étaient dépassés par notre maison au cours des années. Certains avaient disparu quand ils étaient devenus trop problématiques. D'autres avaient été transférés vers d'autres membres du réseau. Vous êtes les premières à survivre et à réussir à dénoncer, expliqua l'inspecteur responsable de l'affaire. Vos sœurs sont les premières que nous avons réussi à sauver à temps. Pendant les 7 mois d'enquête, alors que nous vivions dans une maison d'accueil spéciale pour victimes d'abus, chacune de nous a suivi un traitement médical et psychologique intensif. Françoise a reçu des soins spéciaux pour sa grossesse. Elle a choisi de la mener à terme et de confier le bébé à l'adoption après la naissance. C'est aussi pendant cette période que nous avons découvert plus de détails sur nos véritables origines. Grâce au registre que la police avait saisi au domaine, nous avons pu remonter à nos familles biologiques. Mes vrais parents, Marie et Jean-Martin, étaient morts quand j'avais 4 mois, pas 6 comme tante Geneviève le pensait. Ils revenaient d'un mariage quand ils ont eu l'accident. J'étais restée chez une voisine cette nuit-là. C'est ce qui m'avait sauvée. La voisine, sans moyen de m'élever, avait accepté l'offre généreuse de Claude Dubois de m'adopter. Sylvie était la fille d'une femme très jeune qui était morte en couche. Le père, un adolescent, n'avait pas les moyens de l'élever. Françoise avait été achetée à une famille extrêmement pauvre qui n'arrivait pas à nourrir tous ses enfants. Nous avions toutes été choisies spécifiquement pour notre vulnérabilité. Des enfants sans personne pour les chercher, sans famille qui poserait des questions.
Le procès fut un cirque médiatique. L'affaire a eu un retentissement national, surtout après que d'autres membres du réseau furent identifiés et arrêtés. Des politiciens, des fermiers influents, même un juge, tous impliqués dans le système de trafic et d'abus de mineurs. Quand vint mon tour de témoigner, j'ai senti le poids de tous les enfants qui n'avaient pas pu parler pour eux-mêmes. « Il m'a volé mon enfance », dis-je au juge, regardant directement papa. Il a volé mon innocence, ma confiance, ma capacité à croire que le monde peut être un endroit sûr. Mais il n'a pas réussi à voler ma détermination à empêcher que d'autres enfants vivent la même chose. Le verdict fut unanime. Claude Dubois fut condamné à 35 ans de prison pour abus sexuels de mineurs, trafic d'enfants et participation à une organisation criminelle. Yvonne Dubois eut 20 ans comme complice. 12 autres membres du réseau reçurent des peines variant de 15 à 40 ans. Mais notre vraie victoire ne fut pas leur condamnation. Ce fut le fait d'avoir survécu, d'avoir trouvé notre voie et d'avoir une chance de reconstruire nos vies. Dans les années qui suivirent le procès, chacune de nous a suivi un chemin différent de guérison. Sylvie est devenue infirmière, dédiant sa vie à soigner les autres. Françoise s'est formée en droit et a commencé à travailler sur des cas d'abus infantiles. Monique, la plus jeune, a réussi à terminer ses études et est devenue institutrice. Et moi, je suis devenue assistante sociale, me spécialisant dans les cas de violences domestiques et d'abus infantiles. Je me suis mariée à 28 ans avec un homme gentil qui a compris mon histoire et m'a aidée à découvrir que le vrai amour ne fait pas mal, ne menace pas, ne contrôle pas. Nous avons eu 2 enfants, Pierre et Anne, qui ont grandi en sachant que leur mère était une survivante, pas une victime. Je leur ai appris le consentement, les limites, la différence entre affection et abus. Je les ai élevés dans une maison où les secrets n'existaient pas, où les questions étaient dès toujours bienvenues, où leur sécurité était plus importante que n'importe quelle apparence sociale. À 40 ans, j'ai créé une fondation pour aider d'autres enfants dans des situations similaires. La Maison Brigitte est devenue un refuge pour des mineurs victimes d'abus, offrant non seulement un abri, mais un traitement psychologique, de l'éducation et, plus important, la chance de découvrir qu'ils méritent un vrai amour et une protection. À 50 ans, j'ai reçu une lettre de prison. C'était de papa, maintenant un homme de 80 ans, malade et proche de la mort. Il voulait faire la paix avant de mourir. Je n'ai pas répondu. Certaines blessures n'ont pas besoin de pardon pour cicatriser. Certaines personnes ne méritent pas notre compassion, même dans leurs derniers moments. Mais j'ai reçu une autre lettre quelques mois plus tard. Elle venait d'une jeune fille de 19 ans qui avait vu mon histoire dans un documentaire sur notre fondation. « Je m'appelle Martine », écrivait-elle. « J'ai vécu la même chose que vous. Mon père adoptif m'a dit que vous étiez ma grande sœur qui s'était enfuie des années auparavant. Quand j'ai vu votre visage à la télé, j'ai immédiatement reconnu. Vous m'avez donné le courage de dénoncer. Il a été arrêté la semaine dernière. C'est alors que j'ai compris que notre combat en avait valu la peine, que chaque larme, chaque cauchemar, chaque moment de douleur s'était transformé en force pour protéger d'autres enfants. Aujourd'hui, à 71 ans, je travaille encore à la Fondation 3 fois par semaine. Mes sœurs et moi nous retrouvons tous les dimanches pour déjeuner, une tradition que nous maintenons depuis plus de 30 ans. Nous parlons de nos enfants, nos petits-enfants, nos projets. Nous parlons rarement du passé, mais nous savons qu'il nous a unis d'une façon que peu de familles comprennent. Papa est mort en prison il y a 5 ans, sans jamais montrer de vrai repentir. Maman est sortie en liberté conditionnelle et vit dans une maison de retraite, où elle refuse toutes nos tentatives de visite. C'est peut-être mieux ainsi. La plus grande leçon que j'ai apprise au cours de toutes ces années, c'est que survivre ne suffit pas. Nous devons transformer notre douleur en but, notre traumatisme en force pour protéger les autres. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez faire partie de cette mission de protection infantile,
Pensez à vous abonner à la chaîne et à partager ce message. Chaque personne qui connaît ces signes d'abus peut faire la différence entre un enfant qui continue à souffrir en silence ou qui trouve le courage de demander de l'aide. Ensemble, nous pouvons briser les cycles de violence et construire un monde plus sûr pour nos enfants. Si vous êtes un enfant ou connaissez un enfant qui vit une situation similaire, sachez que ce n'est pas de votre faute, que vous méritez une protection et qu'il y a des gens prêts à aider. Appelez le 119 ou cherchez un adulte de confiance. Votre vie vaut plus que n'importe quel secret, plus que n'importe quelle menace. La vérité libère et vous méritez d'être libre. Le procès a eu lieu 8 mois après notre fuite du domaine et le tribunal était bondé comme je ne l'avais jamais vu. Des journalistes de tout le pays, des étudiants en droit, des militants pour les droits des enfants, des curieux, tous voulaient suivre l'affaire qui était devenue le symbole de la lutte contre l'abus infantile en France. Moi, Sylvie, Françoise et Monique occupions le premier rang, à côté de tante Geneviève et notre avocate maître Anne. C'était la première fois que je reverrais papa et maman depuis le jour où ils furent arrêtés. Et mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Ces dernières semaines, l'enquête avait révélé que notre famille faisait partie d'un réseau bien plus grand d'abus et de trafic d'enfants, impliquant des personnes puissantes de plusieurs départements de Picardie. Mais ce que j'étais sur le point de découvrir pendant le procès ferait que tout ce que nous savions déjà semblerait n'être que la pointe d'un iceberg d'horreur inimaginable. Quand les gardes ont amené les accusés au tribunal, j'ai senti une vague de nausée en voyant ces visages qui avaient hanté mes cauchemars pendant tant d'années. Papa, maintenant âgé de 52 ans, semblait avoir vieilli d'une décennie en ces quelques mois de prison. L'homme imposant et redouté s'était transformé en une figure voûtée, aux cheveux grisonnants et au regard fuyant. Maman gardait la même posture rigide que toujours, mais évitait de regarder dans notre direction. C'était comme si nous, ses propres filles, étions des fantômes d'un passé qu'elle préférait oublier. Le procureur, maître Marcel Durand, un homme sérieux d'âge moyen qui s'était spécialisé dans les crimes contre les enfants, présenta l'affaire avec une force qui m'émut profondément. Il fallait que le monde sache ce qui arrive quand des adultes décident d'utiliser des enfants pour leur propre but pervers. Quand vint mon tour de témoigner, j'ai marché vers la barre avec des jambes tremblantes, mais déterminées. Le juge, maître Robert Martin, un homme d'environ 60 ans à l'expression grave mais compatissante, me regarda avec gentillesse et dit « Brigitte, je sais que c'est difficile, mais votre courage a déjà sauvé vos sœurs et peut sauver beaucoup d'autres enfants. Ce tribunal s'apprête à juger non seulement 2 individus, dit-il, mais tout un système d'exploitation qui a transformé des enfants innocents en marchandises pour satisfaire les instincts les plus malades de la nature humaine. Les 4 jeunes femmes que nous voyons aujourd'hui sont les survivantes d'une machine d'horreur qui fonctionnait depuis des décennies en Picardie. Dans les premiers jours, furent présentées les preuves que nous connaissions déjà. Les rapports médicaux de mes sœurs, mon propre témoignage détaillé, les registres d'adoptions irrégulières, les photos du domaine et du bureau où tout se passait. Chaque preuve était comme un coup de poignard au cœur, me faisant revivre des moments que j'essayais d'oublier. Mais je savais que c'était nécessaire. Dites-nous votre vérité. Pendant 2 heures, j'ai relaté en détail les 14 années d'abus, les 4 grossesses forcées, les avortements clandestins, la complicité de maman, les menaces constantes. Ma voix, qui avait commencé tremblante, a gagné en force au fur et à mesure que je parlais. Chaque mot était une libération, chaque phrase une vengeance contre des années de silence imposé. J'ai vu des larmes dans les yeux des gens dans la salle, des journalistes qui avaient arrêté d'écrire pour m'écouter, des jurés qui m'observaient avec un mélange d'horreur et d'admiration. L'avocat de la défense, maître Paul Mercier, a essayé de me discréditer comme prévu. Mademoiselle Brigitte, ne pensez-vous pas que vous pourriez confondre certains faits à cause du traumatisme?
N'est-il pas possible que votre esprit ait exagéré certaines situations ? Maître, répondis-je, le regardant directement dans les yeux, une femme ne confond pas le fait d'avoir été violée à répétition pendant 14 ans. Une fillette n'exagère pas quand elle se souvient d'avoir été forcée à avorter à 11, 13, 15 et 17 ans. J'ai des cicatrices physiques et psychologiques qui prouvent chaque mot que j'ai dit. C'est le 3e jour du procès que tout a changé. Le parquet a appelé un témoin que je n'attendais pas, Dr Antoine Ferrière, un enquêteur fédéral qui avait découvert des connexions entre notre affaire et un réseau international de trafic d'enfants. Pendant notre enquête, expliqua-t-il, nous avons découvert que le domaine des Dubois n'était qu'un des points d'un réseau qui s'étendait sur 3 régions et avait des connexions avec des groupes similaires en Belgique et en Suisse. Nous parlons de centaines d'enfants sur 2 décennies. Il présenta des documents qui montraient comment papa recevait des paiements réguliers d'hommes riches de diverses villes qui venaient au domaine comme visiteurs pendant les week-ends. Notre propriété était en réalité un point de tourisme sexuel infantile déguisé en domaine familial. Les 4 sœurs qui ont survécu, continua Dr Antoine, ne représentent qu'une petite fraction des victimes. Nous avons trouvé des registres d'au moins 47 enfants qui sont passés par la propriété entre 1955 et 1975. La plupart a disparu quand ils ont atteint l'adolescence. Le tribunal resta dans un silence absolu. Même moi qui avais vécu cette horreur dans ma chair, je n'imaginais pas l'ampleur réelle de ce qui se passait dans notre domaine. Nous faisions partie de quelque chose de bien plus grand et plus terrible que je ne pouvais concevoir. C'est alors que le parquet présenta la preuve la plus dévastatrice. Un agenda trouvé caché dans le mur du bureau, contenant des noms, des dates, des sommes payées et des descriptions détaillées de services offerts. C'était la comptabilité complète de 2 décennies d'exploitation sexuelle infantile. Quand le procureur lut quelques extraits à voix haute, j'ai dû sortir du tribunal en courant pour vomir. Les descriptions étaient d'une cruauté si explicite que même les journalistes les plus expérimentés furent visiblement ébranlés. Là était la preuve définitive que nous, enfants sans défense, étions vus seulement comme des produits dans un catalogue d'horreur. Le 4e jour, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Papa a demandé à faire une déclaration. Son avocat a essayé de l'en dissuader, mais il a insisté. Quand il s'est levé pour parler, ses premiers mots m'ont glacé le sang. « J'accepte la responsabilité de tout ce que j'ai fait, » dit-il, la voix basse mais claire. Mais je n'agissais pas seul. Il y avait une demande et je fournissais le produit. Si vous voulez la vérité complète, je vais donner des noms. Ce qui suivit fut une confession qui dura 3 heures et détruisit la vie de dizaines de familles influentes dans toute la Picardie. Papa révéla un réseau qui incluait des maires, des juges, des commissaires, des entrepreneurs, même quelques prêtres. Des hommes qui utilisaient leur position de pouvoir pour avoir accès à des enfants vulnérables et qui payaient généreusement pour l'opportunité d'abuser sans conséquence. Le système fonctionnait ainsi, expliqua-t-il froidement, comme s'il décrivait n'importe quel business. J'adoptais des enfants orphelins ou de familles très pauvres. J'offrais une vie meilleure au domaine. Pendant les premières années, ils vivaient normalement pour créer le lien, la dépendance. Puis commençait l'entraînement. Quand ils étaient prêts, j'offrais les services à ma clientèle régulière. Chaque mot était un coup de poignard au cœur. Découvrir que notre enfance avait été planifiée, que chaque fausse caresse, chaque promesse vide, chaque moment d'apparente normalité faisait partie d'un plan plus grand pour nous transformer en objets de plaisir, pour des hommes malades. Et ma femme Yvonne savait tout, continua-t-il. Plus que ça, elle aidait à sélectionner les enfants, à préparer les situations, à garder le secret. Elle était une associée complète dans l'affaire. Quand j'ai regardé maman, j'ai vu qu'elle avait perdu tout son sang-froid. Des larmes coulaient sur son visage, mais je ne sais pas si c'était du repentir ou juste du désespoir d'être exposée publiquement.
Le procès a dû être suspendu pendant 2 jours pour que la police puisse arrêter les autres membres du réseau que papa avait dénoncé. Quand nous avons repris, plus de 20 personnes avaient été arrêtées dans des opérations simultanées dans plusieurs villes. C'est pendant cette pause que j'ai reçu une visite inattendue dans la maison où nous étions hébergés. C'était une femme d'environ 35 ans, accompagnée d'une fillette d'une 12aine d'années. « Je m'appelle Sophie, dit-elle. Et voici ma fille Carla. Nous venons vous remercier pour votre courage. » Me remercier? Carla a été visitrice de votre domaine pendant 3 week-ends, quand elle avait 8 ans. Je ne savais même pas ce qui se passait. Mon ex-mari disait qu'il l'emmenait voir les animaux du domaine et jouer avec d'autres enfants. Je n'ai découvert la vérité que quand il a été arrêté dans l'opération cette semaine. J'ai regardé la fillette qui évitait mon regard et j'ai vu dans ses yeux le même vide que je connaissais si bien. Encore un enfant qui devrait porter des cicatrices pour le reste de sa vie à cause de la monstruosité d'adultes qui auraient dû la protéger. « Votre dénonciation a sauvé ma fille d'années d'abus, » continua Sophie, « et a probablement sauvé des centaines d'autres enfants qui auraient été victimes à l'avenir. C'est à ce moment que j'ai vraiment compris le poids de notre combat. Nous ne cherchions pas seulement justice pour nous-mêmes. Nous brisions une machine d'horreur qui avait détruit des générations d'enfants et qui aurait continué à détruire si elle n'avait pas été arrêtée. » Dans la semaine finale du procès, chacune de mes sœurs a fait son témoignage. Sylvie, de sa voix douce mais déterminée, a raconté les années d'abus qu'elle avait subies après ma fuite. Françoise, encore en convalescence physique des traumatismes, a décrit comment elle avait été forcée à des grossesses précoces et des avortements dangereux. Monique, la plus jeune, a parlé de comment elle avait été préparée depuis l'âge de 11 ans pour rejoindre le cycle d'horreur. Chaque témoignage était plus douloureux que le précédent, mais aussi plus puissant. Nous montrions au monde que les enfants abusés peuvent grandir, peuvent trouver leur voie, peuvent se battre pour la justice. Le verdict fut unanime et sans appel. Claude Dubois fut condamné à 45 ans de prison pour multiples crimes d'abus sexuels de mineurs, trafic d'enfants, participation à une organisation criminelle et corruption de mineurs. Yvonne Dubois reçut 30 ans comme complice et facilitatrice. Les autres membres du réseau reçurent des peines variant de 15 à 40 ans selon le degré d'implication. Mais notre vraie victoire ne furent pas les condamnations. Ce fut d'avoir survécu, d'avoir trouvé le courage de parler et d'avoir brisé un cycle d'abus qui avait détruit des dizaines de vies. Dans les mois qui suivirent le procès, notre histoire eut un retentissement national et international. Des documentaires furent réalisés, des livres écrits, des lois changées. L'affaire fut connue sous le nom de « Affaire Domaine Dubois » et devint un jalon dans la lutte pour les droits de l'enfant en France. Plus important, elle inspira d'autres victimes à dénoncer. Dans les semaines qui suivirent le procès, des dizaines de personnes vinrent raconter leurs propres histoires d'abus, créant une vague de dénonciation qui mena à la découverte d'autres réseaux similaires dans tout le pays. Aujourd'hui, à 71 ans, je travaille comme conseillère dans une fondation que j'ai créée pour aider des enfants victimes d'abus. Mes sœurs ont suivi des chemins différents, mais toutes ont dédié une partie de leur vie à protéger d'autres enfants. Nous nous sommes mariés, avons eu des enfants, construit des familles saines, où le vrai amour remplace l'horreur que nous avons connue dans l'enfance. Papa est mort en prison il y a 10 ans, sans jamais montrer de vrai repentir pour ce qu'il avait fait. Maman a purgé sa peine et vit dans une maison de retraite, où elle refuse tout contact avec nous. C'est peut-être mieux ainsi. Certaines blessures ne cicatrisent pas avec le pardon, seulement avec la distance. La leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est que les enfants abusés ne sont pas condamnés à une vie de traumatisme. Avec une aide adéquate, avec un vrai amour, avec la détermination de transformer la douleur en but, il est possible non seulement de survivre, mais de prospérer. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous voulez faire partie de cette mission de protéger nos enfants, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne
laissez votre like et partagez ce message. Chaque personne qui connaît les signes d'abus peut faire la différence entre un enfant qui continue à souffrir en silence ou qui trouve le courage de demander de l'aide. Ensemble, nous pouvons protéger nos petits et construire un monde où tous les enfants grandissent en sécurité et aimés. Pour tout enfant qui regarde et vit une situation similaire, ce n'est pas de votre faute. Vous méritez une protection et il y a des gens prêts à aider. Appelez le 119 ou cherchez un adulte de confiance. Votre vie vaut plus que n'importe quel secret. La vérité libère et tous les enfants méritent d'être libres.